Par une après-midi ensoleillée du 4 juin 1960, une jeune fille de 15 ans, connue sous le nom de MB Yorkland, monta à l'arrière de la moto de son petit ami. Son petit ami, un jeune homme de 18 ans nommé Nils Gustafsson, venait de la conduire sur 29 km depuis sa ville natale dans le sud de la Finlande jusqu'à une belle forêt et un lac, où il prévoyait de camper avec un autre couple. L'autre couple, qui était à quelques minutes derrière eux, était composé du meilleur ami de Nils, Seppo, et de sa petite amie, Anja. Pendant que Nils garait sa moto, MB regardait le lac. Elle a remarqué qu'il était absolument magnifique, avec la forêt enveloppant complètement le lac. Il y avait plusieurs personnes sur le lac, faisant du bateau, nageant et s'amusant. Cependant, malgré toutes ces personnes, l'endroit semblait toujours très calme et paisible. Il ne semblait pas être une grande destination touristique, mais plutôt un endroit isolé dans la nature. Pour MB, qui aimait le plein air, cela semblait être l'endroit parfait pour célébrer son 16e anniversaire, qui serait dans quelques jours. À ce moment-là, MB a entendu le bruit d'une autre moto qui s'approchait. Elle s'est retournée et a vu que c'était l'autre couple. Seppo conduisait et Anja était juste derrière lui. Seppo a levé les yeux et a vu MB le regarder. Il a souri et a freiné brusquement sa moto, faisant balancer la roue arrière comme dans un film d'action. MB a trouvé cela totalement drôle et a commencé à rire. C'est alors que Nils s'est retourné et a vu sa petite amie rire beaucoup de Seppo. Un instant plus tard, les quatre amis se faisaient des accolades et se saluaient. Après avoir discuté un peu, les amis se sont rendus à la petite cabane qui était très proche de l'eau. Leur destination était un kiosque à collation. Le plan était de se ravitailler en provisions et ensuite de se diriger rapidement vers la forêt où ils camperaient, se détendraient et profiteraient de la soirée avant d'aller se coucher. Alors que les amis se dirigeaient vers le kiosque, Seppo a fait une blague sur la façon dont sa moto était supérieure à celle de Nils. MB, qui était la petite amie de Nils, a trouvé la blague très drôle et a ri. Cependant, alors qu'elle riait, elle a regardé Nils, son petit ami, et a remarqué qu'il semblait contrarié, comme s'il fronçait les sourcils à elle et à Seppo. Immédiatement, MB s'est senti mal, pensant que peut-être Nils croyait qu'elle flirtait avec Seppo en riant de ses blagues. MB ne voulait vraiment pas que Nils pense qu'il se passait quelque chose entre elle et Seppo, parce qu'il n'y avait rien. Mais quand MB a regardé Nils à nouveau pour confirmer s'il semblait vraiment en colère, il ne semblait pas en colère, il souriait et riait à nouveau. Alors, MB s'est dit qu'elle devait simplement avoir imaginé que Nils était contrarié, que tout était juste dans sa tête. Alors, MB a tendu la main et a saisi la main de Nils et les deux couples ont marché le reste du chemin jusqu'au kiosque. Le kiosque était en fait juste une petite cabane près de la plage et derrière la cabane se trouvait une petite maison où vivaient les propriétaires du kiosque. Dès qu'ils sont arrivés au kiosque, MB a remarqué que la femme qui tenait le kiosque leur tournait le dos et ne semblait pas du tout intéressée à se retourner et à les aider à obtenir ce dont ils avaient besoin. Alors, MB a dit, « Bokeh, excusez-moi, nous voulions juste acheter quelque chose. » À ce moment-là, la femme a tourné la tête et a regardé MB avec beaucoup de colère et a simplement dit, « Qu'est-ce que vous voulez ?» MB a été totalement surprise par cela et a murmuré des excuses, même si elle n'était pas sûre d'avoir fait quelque chose de mal ou non. Alors, elle a demandé à la femme s'il pouvait prendre quelques bières et sodas et ils partiraient. Pendant que tout cela se passait, Seppo et Anja, qui étaient juste derrière MB, riaient tout le temps parce que le comportement de cette femme était si bizarre et si inattendu qu'ils ne pouvaient tout simplement pas se retenir. Alors, pendant que les adolescents riaient, cette femme se baissait et prenait les sodas et la bière et elle soufflait de colère, comme si c'était une grande gêne. Et puis, elle a simplement jeté les boissons sur le comptoir tout en tapant le total dans la caisse enregistreuse. MB s'est retrouvé à regarder la maison derrière la cabane où cette femme vivait probablement. MB a remarqué qu'il y avait plusieurs bouteilles de bière vides alignées sur la grille devant la maison. Elle a pensé que cela pourrait être un indicateur de pourquoi cette femme était si hostile. Toute famille qui produirait autant de canettes de bière vides n'était probablement pas un endroit très heureux pour vivre. Finalement, la femme du kiosque a donné le total aux adolescents. À ce moment-là, Nils a fait un pas en avant et il a vraiment payé pour les choses au lieu de MB. Et puis, quand Nils et MB ont pris les choses qu'ils avaient achetées et étaient sur le point de se retourner et de partir, la femme du kiosque a un peu éclairci sa voix et leur a demandé « Vous campez près du lac ?» Pour MB, il semblait que cette femme était soudainement très gentille, peut-être comme une façon de compenser à quel point elle avait été rude quand ils se sont approchés pour la première fois.
Alors, MB a affiché un sourire et a dit à cette femme que oui, il prévoyait de camper au bord du lac et était très excité à ce sujet. Elle l'a remercié d'avoir demandé. Mais la femme n'a pas semblé heureuse d'entendre cela. Au lieu de cela, la femme a fait une grimace et leur a dit qu'il serait préférable de monter la tente le plus loin possible d'ici. Aucun des adolescents n'avait la moindre idée de comment répondre à cela, alors ils sont simplement restés là et il y a eu un silence gênant vraiment intense pendant un moment. Et puis la dame du kiosque a littéralement commencé à chasser les adolescents, leur disant de sortir d'ici. Et puis, finalement, les adolescents se sont retournés et ont commencé à marcher, mais après avoir marché assez loin du kiosque, ils ont entendu la femme du kiosque leur crier dessus une fois de plus. Elle a essentiellement crié sur eux qu'elle et sa famille avaient déjà eu beaucoup de problèmes avec des adolescents sauvages dans le passé qui campaient autour de ce lac. Maintenant, elle et son mari en avaient complètement marre. Alors, après que la dame du kiosque a crié ce dernier commentaire, Seppo, Nils et Anja ont simplement commencé à rire. C'était tellement absurde à quel point cette femme était irrespectueuse et terrible, que c'en était comique. Mais elle n'a pas trouvé ça drôle, elle avait l'air méchante et très irritée, et ça a complètement effrayé MB. Cependant, quelques minutes plus tard, les adolescents étaient de retour sur leur moto. Nils et MB ont sauté sur l'une d'elles, et Seppo et Anja ont sauté sur l'autre. Ensuite, ils ont commencé à conduire sur ce sentier boisé qui les mènerait au camping. L'endroit où ils étaient positionnés était un morceau de terre qui s'avançait dans le lac. C'était très boisé et offrait une vue incroyable sur l'eau, mais c'était très isolé dans les arbres. Immédiatement, Nils et Seppo ont garé leur moto contre les arbres. Ils ont monté une simple tente en toile et l'ont suspendue entre deux bouleaux. Alors, avec le campement tout monté, ils ont pris quelques bières et les amis ont commencé à boire. Il n'a pas fallu longtemps à MB pour oublier complètement la femme du kiosque et à quel point elle était horrible. Après tout, elle était vraiment impatiente pour ce voyage et maintenant elle était ici au camping, se détendant avec des amis. C'était génial. De plus, MB était très excité par sa relation avec Nils. C'était relativement nouveau et il était évident que pour la première fois, son petit ami était quelqu'un qu'il aimait autant qu'elle l'aimait. De plus, Nils était très beau et populaire, il avait des cheveux bruns foncés qu'il coiffait vers le haut et portait toujours ce blouson de cuir partout. MB aimait vraiment être près de lui, il était super cool et la faisait se sentir vraiment adulte. Après être restés assis pendant environ 30 minutes à 1 heure, juste en prenant quelques boissons, en échangeant des histoires et en se détendant un peu pendant la nuit, les amis sont finalement descendus jusqu'à l'eau et ont nagé un peu. Ils ont continué à boire sur le quai et puis, quand ils se sont fatigués de nager, les adolescents se sont simplement allongés sur le quai et ont attendu pour regarder le coucher du soleil. Bien qu'en Finlande, à cette époque de l'année, ce ne soit pas vraiment un coucher de soleil parce que le soleil ne se couche pas totalement. Quand cela arrive, ils sont connus comme les chevaliers blancs, qui sont très beaux. Je veux dire, c'est comme un éclat brumeux. Le soleil n'était pas encore couché et, cette nuit-là, les jeunes étaient sur le quai, appréciant la belle nuit blanche. Pour MB, cela ressemblait à la célébration d'anniversaire parfaite. En fait, elle ferait une note dans son journal plus tard dans la nuit sur combien tout allait bien et combien elle s'amusait avec Nils et ses amis. Finalement, les jeunes ont terminé sur le quai, ont pris leurs affaires et sont retournés au camp pour se sécher. Ils se sont changés et puis tous les quatre se sont blottis dans leur petite tente pour dormir et finalement, tous les quatre se sont endormis. Mais alors, à un moment donné au milieu de la nuit, MB s'est réveillée et a entendu des bruits de froissement à l'extérieur de la tente. Elle s'est demandé si peut-être l'un des amis s'était levé. Alors, elle s'est assise et a regardé à l'extérieur de la tente, mais elle n'a rien vu. Elle a juste vu le genre de ciel nocturne brumeux de la nuit blanche et elle ne savait vraiment pas si tout le monde était dans la tente ou non. Mais soudain, une figure sombre a bougé devant le rabat de la tente. Et puis cette figure sombre a complètement bloqué toute la lumière qui entrait dans la tente. Alors, cette figure sombre a regardé à l'intérieur de la tente et ils avaient ses yeux rouges brillants. Et avant que MB ou toute autre personne dans la tente puisse faire quoi que ce soit, il y a eu un bruit de claquement et la tente est tombée sur eux. Le lendemain matin, juste au lever du jour, vers 6 heures, 2 garçons qui n'avaient aucun lien avec les 4 adolescents pêchaient au bord du lac. Ils regardaient occasionnellement dans la direction où les 4 adolescents avaient campé la nuit précédente. Ce jour-là en particulier, le lac était étonnamment vide, presque comme une ville déserte, en contraste avec l'agitation de la journée précédente. Soudain,
ils ont vu une silhouette émerger de la forêt, pratiquement à l'endroit où les adolescents avaient installé leur camp. C'était un jeune blond qui semblait fuir le camp. Les garçons ont observé pendant un instant cet inconnu aux cheveux blonds courant depuis le camp, mais ils ont rapidement perdu tout intérêt et sont retournés à leur activité de pêche. Au fur et à mesure que la matinée avançait, de plus en plus de personnes commençaient à arriver au lac, mais personne ne s'aventurait jusqu'à l'endroit où les adolescents avaient passé la nuit précédente. Cela a changé lorsqu'un père et ses deux fils ont décidé de suivre le même sentier boisé que Niels et ses pots avaient emprunté avec leur moto pour se rendre au camp. En arrivant à la clairière dans la forêt où se trouvait le camp, il a immédiatement remarqué ce qui semblait être un tas de toiles froissées entre deux arbres. Il n'était pas sûr de ce que c'était, alors il s'est approché pour enquêter. Finalement, il a réalisé ce qu'ils approchaient vraiment. Il a levé la main pour empêcher ses fils de s'approcher et leur a dit qu'ils devaient partir immédiatement. Alors, le père et ses fils sont courus en arrière sur le sentier, ont trouvé un téléphone et ont appelé la police. Lorsque la police est arrivée au lac, juste avant midi, ils se sont rendus au camp et ont vu le tas de toiles froissées. À l'intérieur et autour de ce tas froissé, se trouvaient les corps des 4 adolescents qui avaient campé là la nuit précédente. Anja et ses pots n'ont même pas réussi à sortir de la tente. Ils ont été battus et poignardés à mort, essentiellement à travers le tissu de la toile. MB a réussi à sortir de la tente, mais elle n'a pas échappé. Elle était en quelque sorte allongée sur la tente et avait des os cassés. On a découvert qu'elle avait été poignardée un total de 15 fois, certaines de ces attaques ayant eu lieu alors qu'elle était encore en vie et d'autres après qu'elle était déjà morte. Allongé à côté d'elle se trouvait le corps de son petit ami, Niels. Il était pratiquement méconnaissable, sa tête avait été battue. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux et ont commencé à fouiller les sacs à dos et les différents effets personnels des adolescents, un policier s'est agenouillé près de toutes les victimes pour regarder de plus près chacune d'elles et leurs blessures. Alors qu'ils regardaient chacune des victimes, ils ont soudain entendu un bruit de halètement. C'était très faible, mais ils pouvaient définitivement l'entendre. À leur grande surprise, Niels, le petit ami de Tembe, a soudainement ouvert les yeux et a regardé le policier. Il était encore en vie. Ce policier, qui était totalement convaincu que Niels était mort comme tous les autres, ne savait pas quoi faire au début. Mais une seconde plus tard, le policier s'est levé et a commencé à crier pour un médecin. Peu de temps après, Niels a été emmené en ambulance. Plusieurs équipes de détectives se sont rendues sur les lieux de l'incident, commençant une analyse méticuleuse des indices et des objets trouvés. Rapidement, un sentiment de perplexité s'est répandu parmi les enquêteurs. La scène du crime était énigmatique. Certains éléments manquants suggéraient un possible vol, comme des portefeuilles et des montres disparues. Cependant, d'autres objets manquants étaient inexplicables. Par exemple, les 2 motos que les jeunes utilisaient étaient toujours garées contre un arbre, mais les clés avaient disparu. Pourquoi quelqu'un volerait-il les clés et laisserait-il les motos? De plus, la veste en cuir de Niels et ses chaussures avaient également disparu. Bien qu'ils puissent avoir une valeur sentimentale pour Niels, ils n'étaient pas suffisamment précieux pour justifier un vol suivi d'un homicide. Finalement, la police a demandé l'aide des militaires pour effectuer une recherche dans la forêt. Lorsque les militaires sont arrivés et ont commencé à fouiller la vaste forêt, ils ont fait une découverte significative. Ils ont trouvé les chaussures de Niels, tachées de sang. Les marques de sang à proximité indiquaient que le criminel avait dû utiliser les chaussures de Niels sur le campement et les avait ensuite jetées à 500 mètres de distance, sous un tas de feuilles. Dans les jours qui ont suivi les meurtres, la police a suivi des dizaines de pistes à travers toute la Finlande, mais aucune d'entre elles n'a abouti à quelque chose de concret. Niels a survécu à l'attaque, mais son visage était si gravement blessé, avec de multiples fractures du crâne, qu'il a fallu beaucoup de temps avant qu'il puisse parler. Lorsqu'il a finalement pu le faire et a été interrogé par la police, il est apparu clairement que Niels ne se souvenait pas bien de l'attaque, ni du jour où elle s'est produite. Cependant, Niels se souvenait d'un détail. Pendant le chaos de l'attaque, il a vu une silhouette sombre aux yeux rouges brillants. La police a noté cette information, mais ne pouvait pas simplement partir à la recherche d'une silhouette sombre aux yeux rouges. Le seul véritable indice que la police a pu obtenir est venu de 2 garçons qui pêchaient au lac un jour après les meurtres. Ils ont vu un homme blond fuir l'endroit où les adolescents avaient campé. Ces 2 garçons ne savaient pas ce qu'ils voyaient à ce moment-là, mais lorsque la nouvelle des meurtres a éclaté, l'importance de leur observation est devenue claire. Les enquêteurs ont été alertés sur un individu suspect vu dans la zone où les meurtres ont eu lieu.
La police a alors élaboré un portrait robot de l'homme blond que les garçons prétendaient avoir vu fuir et a distribué l'esquisse dans toute la Finlande, demandant aux gens de se manifester s'ils reconnaissaient l'individu. Beaucoup se sont manifestés affirmant avoir vu l'homme, mais la police a reçu de nombreux rapports faux, car l'esquisse ressemblait à beaucoup d'hommes en Finlande. Le portrait robot n'était pas suffisamment distinct. Cependant, un indice s'est démarqué. Le lendemain des meurtres, un homme nommé Hans Haussmann s'est présenté à un hôpital à environ 21 km du lac où les meurtres ont eu lieu. Hans se plaignait de fortes douleurs abdominales, mais les médecins se méfiaient de lui, car il semblait être ivre et agressif. De plus, Hans ressemblait au portrait robot de l'homme blond. Il était sale, couvert de boue et de saleté incrustée sous ses ongles, comme s'il avait été en train de creuser. Il avait aussi des taches rouges sur ses vêtements, qu'il refusait d'expliquer. Finalement, l'un des médecins a appelé la police. Pendant l'interrogatoire, la police a découvert que Hans avait un passé violent et prétendait avoir été membre du parti nazi et de la police secrète russe. Bien qu'il semblait être une personne instable, Hans avait un alibi solide pour la nuit du meurtre. Il était dans une ville à environ 24 km du lieu des meurtres, chez sa petite amie, avec sa petite amie, sa sœur et son beau-frère. Bien que la police ait voulu que Hans soit le coupable, ils ont découvert qu'il ne l'était pas. L'enquête a continué, avec la police interrogeant plus de 4000 personnes, mais sans parvenir à identifier le coupable. L'affaire a lentement refroidi et est restée non résolue pendant 44 ans, malgré de nombreuses théories et aucun suspect concret. En 2004, un revirement surprenant s'est produit dans l'affaire. Les procureurs ont annoncé que le meurtrier était Nils Gustafsson, le petit ami de 18 ans de MB, qui a été le seul survivant de l'attaque. Ils ont présenté 2 pièces de preuve pour soutenir cette théorie. La première était le témoignage d'une femme qui séjournait près du lac la nuit des meurtres. Elle se souvenait avoir entendu une discussion animée entre 2 hommes avant que les meurtres ne se produisent. Les procureurs ont suggéré que la discussion était entre Nils et Seppo, peut-être à propos de Tembe. Peut-être que Nils était contrarié parce que Tembe semblait flirter avec Seppo. Cela pourrait expliquer pourquoi MB a été poignardé plusieurs fois. Nils était furieux et a déchargé sa colère sur elle. La deuxième pièce de preuve était les chaussures de Nils, trouvées sous des feuilles à environ 500 mètres du camp. Il y avait du sang sur les chaussures. Les procureurs ont soutenu que cela indiquait que Nils avait tué ses amis en portant ses chaussures, s'était enfui du camp et avait caché les chaussures sous les feuilles. Ensuite, il est retourné au camp et s'est blessé pour faire croire qu'il avait également été attaqué. Nils, qui avait 62 ans au moment de son arrestation, travaillait comme chauffeur de bus et avait une famille. Cependant, lors de son procès, il a fermement maintenu son innocence. Il a affirmé qu'il ne se souvenait pas des détails de ce jour-là, ni de l'attaque, ni de ce qui s'est passé avant ou après celle-ci. Nils Gustafsson, le seul survivant de l'attaque et petit ami de MB, a été désigné comme le meurtrier en 2004. Il se souvenait seulement d'avoir vu une silhouette sombre aux yeux rouges brillants. Le jury a cru à son histoire et il a été acquitté. Par la suite, la Finlande a accordé à Nils une indemnisation significative pour son traumatisme psychologique. Le lac Bodom, où les meurtres ont eu lieu, est devenu célèbre pour cet incident. De nombreuses personnes visitent le lieu simplement pour être au même endroit où les adolescents ont été tués. Il existe de nombreuses histoires sur les meurtres, certaines d'entre elles sont si extravagantes qu'elles semblent incroyables. Par exemple, il y a des théories selon lesquelles le campement a été maudit et que les fantômes des campeurs assassinés ont attaqué les adolescents. D'autres histoires sont intrigantes, mais ne mènent à aucune conclusion. Par exemple, une photo de la foule lors de l'un des funérailles des adolescents circule périodiquement sur Internet. Au milieu de la foule, il y a un homme dont le visage ressemble beaucoup au portrait robot de l'homme blond qui fuyait. Certaines personnes affirment qu'il ressemble exactement à Hans Haussmann, qui est apparu à l'hôpital le lendemain des meurtres, sale et avec ce qui semblait être du sang sur tout le corps. Cependant, personne n'a jamais pu identifier cette personne. Une histoire que beaucoup de gens croient vraie implique un homme de 55 ans nommé Karl Voldemar Gillström, qui vivait près du lac Bodom. Karl avait la réputation d'être très désagréable et attaquait parfois même les campeurs qui séjournaient dans la région. Il avait l'habitude de se saouler et d'attaquer d'autres campeurs, renversant leur tente en pleine nuit et jetant des pierres sur le campement. Une fois, il a même tiré avec une arme sur un campeur qui passait à côté de lui en moto, mais il a raté sa cible. Karl, un individu connu pour son caractère problématique,
est devenu un suspect aux yeux des habitants locaux après les meurtres. Ils ont rapidement informé la police de leurs soupçons, croyant que Karl était capable de commettre un tel crime. Cependant, lorsque la police a tenté d'interroger Karl, ils ont fini par parler à sa femme, la même femme qui avait été hostile envers les adolescents lorsqu'ils sont arrivés au lac. Elle a assuré à la police que Karl était avec elle et leurs enfants la nuit des meurtres. La police a cru à son histoire et n'a pas considéré Karl comme un suspect sérieux, ce que beaucoup dans la région du lac ont considéré comme une erreur. Après les meurtres, alors que l'affaire était déjà froide, Karl prenait un verre avec son voisin, près du lac Bodom. Au cours de la conversation, Karl a avoué être le meurtrier du lac Bodom. La révélation a pris le voisin par surprise et horrifié, il a suggéré que, si c'était vrai, Karl devrait se noyer. Le lendemain, Karl a été retrouvé noyé dans le lac, près de l'endroit où les adolescents avaient été attaqués. La police n'a jamais pu déterminer si la mort de Karl était accidentelle, un suicide ou si quelqu'un l'avait tué. Cependant, beaucoup de gens croient que Karl, tourmenté par la culpabilité de ce qu'il avait fait, a suivi la suggestion de son voisin.